Je m'appelle Fiona Mercé. J'ai 34 ans, je suis infirmière aux urgences, et mère célibataire. La veille de Noël dernier, alors que j'étais enfoncé jusqu'à la poitrine dans une réanimation cardiaque à l'hôpital Riverside Community, mes beaux-parents ont forcé ma fille de 10 ans à rester debout dans un coin de leur salle à manger pendant 6 heures. Elle était affamée, tremblante, avec une pancarte en carton écrite à la main accrochée autour du cou qui disait « Honte de la famille ». Son crime ? Avoir dit la vérité à table. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je suis rentré chez moi, j'ai mis ma fille au lit, et j'ai ouvert une boîte que je n'avais pas touchée depuis 3 ans, les dossiers de mon défunt mari. Ce que j'y ai trouvé a tout changé. 48 heures plus tard, mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Pas pour des excuses, mais à cause de la panique. Avant de continuer, si cette histoire vous parle, prenez un moment pour liker et vous abonner, mais seulement si vous voulez sincèrement savoir ce qui s'est passé ensuite. Et pendant que vous êtes là, laissez un commentaire. D'où nous écoutez-vous en ce moment? Et quelle heure est-il là-bas? Maintenant, laissez-moi vous ramener au 24 décembre. La nuit où les lumières de notre petit sapin de Noël clignotaient encore quand j'ai reçu l'appel de l'hôpital. J'avais mis la table pour 2. C'était quelque chose que j'avais commencé à faire après la mort de Ryan, pour que nos petites traditions semblent intentionnelles plutôt que solitaires. Des papillotes en papier du magasin à 1 euro. Des bougies à la canneberge que Lily avait choisies elle-même. Une lasagne refroidissant sur le comptoir, car Lily avait dit un jour que la dinde était ennuyeuse, et je n'avais jamais contredit cette logique. L'arbre mesurait 1,50 m, préilluminé, légèrement tordu. Lily avait enroulé chaque branche de guirlandes argentées jusqu'à ce qu'il ressemble à une boule à facettes en pleine crise d'identité. Je l'adorais. Nous étions à 15 minutes de passer à table quand mon téléphone a sonné. L'identifiant de l'appelant affichait urgence de Riverside, et mon estomac s'est noué avant même que je ne décroche. Fiona, c'est Tania. Greg s'est effondré chez lui. Perte de conscience. Il l'amène maintenant. On n'est plus que 2 infirmières ce soir. J'ai besoin de toi. Greg était notre infirmier-chef. Tania n'appellerait pas la veille de Noël à moins que ce ne soit sérieux. Je suis resté debout dans ma cuisine, fixant la lasagne, serrant le téléphone si fort que mes articulations me faisaient mal. Lily était dans sa chambre, en train de mettre la robe en velours rouge dont j'avais cousu l'ourlet à la main parce que la version du magasin était trop longue de 5 cm. Elle avait fabriqué une boîte cadeau pour sa grand-mère, peinte par elle-même, or et vert, avec une carte qui disait « Pour grand-mère Judith, joyeux Noël, je t'aime, Lily », dans sa cursive soignée de CM2. Il n'y avait personne d'autre à appeler. Mes parents vivaient dans l'Oregon. Grace travaillait déjà à l'étage. La seule option à moins de 10 minutes de chez nous était le dîner de Noël annuel de Judith, 20 par an, un jambon glacé au miel, et le genre de chaleur humaine qui venait toujours avec des conditions. J'ai composé le numéro de Judith. Elle a décroché à la première sonnerie. Fiona, comme c'est charmant. Bien sûr, amen Lily. Nous serions ravis de la voir. Sa voix était enjouée et plus enjouée que d'habitude. Cela aurait dû être mon premier avertissement. Je me suis agenouillé devant Lily, j'ai ajusté le col de sa robe rouge, et je lui ai tendu la boîte cadeau. Grand-mère Judith va s'occuper de toi ce soir, d'accord? Maman doit aller sauver quelqu'un au travail. Lily m'a serré dans ses bras à la porte. Son souffle formait un nuage blanc, il faisait -2 degrés Celsius et la température chutait. Reviens avant minuit, maman. Promis. Je n'ai pas tenu cette promesse. Les urgences la veille de Noël sont un type de chaos bien spécifique. Ça sent l'antiseptique et la cannelle. Quelqu'un apporte toujours des biscuits, et il reste sur le poste des infirmières à rassir pendant que nous courons partout. Cette nuit-là, nous avons eu un carambolage de 3 voitures sur la route 17, un tout petit avec une convulsion fébrile, 2 intoxications éthyliques, et la chaise vide de Greg pour nous rappeler que nous étions en sous-effectif. J'ai agi en pilote automatique. Poser la perfusion. Vérifier le moniteur. Mettre à jour le dossier. Patient suivant. Mes mains savaient quoi faire, même quand mon esprit dérivait sans cesse 10 minutes au sud, vers la maison de Judith, où ma fille était assise à une table pleine de gens qui partageaient son nom de famille mais n'avaient jamais demandé une seule fois comment elle s'en sortait à l'école. À 22h17, j'ai enfin eu une pause de 90 secondes.
J'ai sorti mon téléphone derrière le chariot de fourniture. 3 appels manqués de Lily. Un SMS envoyé à 21h43, « Maman, s'il te plaît viens me chercher ». Pas de contexte, pas d'émoji. Lily utilisait toujours des emojis. Mon pouce était déjà sur le bouton de rappel quand l'appel s'est connecté, mais ce n'était pas la voix de Lily à l'autre bout. Fiona, c'est Judith. Calme, mesurée, la voix qu'elle utilisait lors des collectes de fonds de l'église. Lily va bien. Elle est juste un peu dramatique. Elle joue avec ses cousins maintenant. Concentre-toi sur ta garde, ma chérie. Je n'entendais rien en arrière-plan. Pas d'enfant qui rit, pas de musique, juste le bourdonnement sourd d'un lave-vaisselle. Je peux lui parler? Elle est dans l'autre pièce. Je lui demanderai de t'appeler plus tard. Elle a raccroché avant que je puisse insister. J'ai fixé le téléphone. Puis Tania a annoncé un code bleu dans la baie 4, et j'ai couru. Ce n'est qu'à minuit 40, en changeant de tenue dans le vestiaire, que j'ai fait défiler le SMS de Lily et remarqué la photo qu'elle avait jointe. Je l'avais manqué dans le chaos. C'était sombre, flou, pris en contre-plongée, comme si elle avait tenu le téléphone contre ses genoux et appuyé à l'aveugle. Je pouvais distinguer le coin d'une pièce, le bord d'une chaise de salle à manger, et sur la poitrine de Lily, le bas de quelque chose de rectangulaire. Du carton, peut-être, avec une écriture noire que je n'arrivais pas bien à lire. J'ai zoomé. Mes doigts se sont glacés. Je ne pouvais distinguer que 2 mots, famille et honte. J'étais dans ma voiture en moins de 3 minutes. La lumière du Porsche chez Judith était éteinte. Toutes les autres maisons sur Maple Ridge Lane avaient leur lumière de Noël allumée, mais le 414 était sombre, comme si la fête avait plié bagages et prétendu ne jamais avoir eu lieu. J'ai frappé. Puis j'ai frappé plus fort. Judith a ouvert la porte dans son peignoir en soie, ses lunettes de lecture relevées sur la tête comme si elle s'installait pour la nuit, comme s'il était parfaitement normal que ma fille de 10 ans soit encore là à 1h20 du matin. Fiona, bonté divine, tu aurais pu attendre que... Je suis passé devant elle. Le salon sentait la cannelle et le liquide vaisselle. La longue table de salle à manger avait été débarrassée, les chaises rangées proprement. La seule chose qui n'était pas à sa place, c'était ma fille assise sur la causeuse dans le coin le plus éloigné de la pièce, sa robe en velours rouge froissé, ses yeux gonflés, et ses mains posées sur un morceau de carton sur ses genoux, comme si elle avait oublié qu'il était là. La pancarte mesurait environ 30 par 45 cm, découpée dans un carton d'expédition, écrite avec un marqueur noir épais. La même cursive bouclée que Judith utilisait sur ses cartes de Noël chaque année. Je reconnaîtrais cette écriture n'importe où. Honte de la famille. Lily a levé les yeux vers moi et n'a pas dit un mot. Elle n'en avait pas besoin. Ses yeux disaient tout. Des heures de tout. J'ai traversé la pièce, je me suis agenouillé devant elle, et j'ai doucement soulevé la pancarte de sa poitrine. Le fil qu'ils avaient utilisé pour l'accrocher autour de son cou avait laissé une ligne rouge sur sa peau. J'ai plié la pancarte 1 fois, 2 fois, et je l'ai glissée dans la poche de mon manteau. Puis j'ai regardé Judith. Elle se tenait dans l'encadrement de la porte de son propre salon, les bras croisés, le menton levé, attendant que je crie. Je n'ai pas crié. J'ai pris ma fille dans mes bras, je l'ai portée jusqu'à la voiture, et je l'ai attachée. J'ai fermé la portière doucement. J'ai fait le tour pour aller côté conducteur, j'ai démarré le moteur, et je me suis éloigné du 414 Maple Ridge Lane sans dire un seul mot à Judith Mercé. Pas parce que je n'avais rien à dire. Parce que ce que j'avais à dire, j'allais le dire avec de la paperasse. Lily n'a pas parlé pendant les 4 premières minutes du trajet. Je n'ai pas insisté. J'ai monté le chauffage à 25 degrés et dirigé les ventilations vers son côté. Ses mains étaient glacées quand je l'avais soulevée. Puis, quelque part entre la station-service et notre rue, elle a commencé à parler. Calme, d'une voix plate, de la façon dont les enfants parlent quand on leur a dit que leurs sentiments ne comptent pas. J'ai dit quelque chose au dîner, maman. À propos de l'oncle Derek. Qu'est-ce que tu as dit? Je l'ai entendu au téléphone la semaine dernière chez grand-mère quand j'étais dans le couloir. Il parlait de prendre de l'argent de mon truc pour l'université, celui que grand-père a mis en place. Il a dit qu'il en avait besoin pour quelque chose. Je n'ai pas tout compris. Elle a fait une pause, tirant sur un fil de sa robe. Au dîner, tante Karen parlait du fait que l'oncle Derek venait d'acheter de nouveaux trucs pour son camion, et j'ai dit,
est-ce que ça vient de mon argent pour l'université? Je ne voulais pas être méchante. J'ai juste demandé. J'ai serré le volant si fort que mes articulations ont craqué. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde est devenu très silencieux. Oncle Derek a dit que j'inventais des choses. Grand-mère Judith a dit que j'étais une menteuse et que j'avais besoin d'apprendre ce qui arrive aux menteurs dans la famille Mercé. Elle a pris le carton dans le garage et a écrit dessus. Elle m'a obligé à le porter. Elle a dit à tout le monde de ne pas me donner à manger tant que je ne m'excuserai pas d'avoir menti. Est-ce que quelqu'un a dit quelque chose? N'importe qui? Tante Karen a ri. Les cousins sont allés dans l'autre pièce. Personne n'a rien dit, maman. J'ai garé la voiture sur le côté de Birchwood Drive, à 3 pâtés de maison de chez nous. Je me suis détaché, je me suis penché vers elle, et j'ai entouré ma fille de mes bras. Elle tremblait et elle ne pleurait pas, elle tremblait juste comme si son corps avait épuisé toutes ses larmes il y a des heures. Lily, tu n'es pas une menteuse. Tu as dit la vérité, et je suis tellement fier de toi. Maman, est-ce que je suis une mauvaise personne? Non, bébé. Tu es la personne la plus courageuse que je connaisse. Elle s'est endormie contre mon épaule avant que je n'entre dans notre allée. Je l'ai portée à l'intérieur, je lui ai fait un sandwich au beurre de cacahuète, je me suis assise au bord de son lit pendant qu'elle le mangeait par bouchées semi-consciente, et j'ai lu 2 chapitres du seul et unique Yvan jusqu'à ce que sa respiration ralentisse. Puis j'ai fermé sa porte, je suis allé à la cuisine, et j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis 3 ans. J'ai regardé la boîte sur l'étagère supérieure du placard de l'entrée. Celle étiquetée Ryan, document. Celle que j'avais fourrée là-haut la semaine après les funérailles est jamais ouverte, parce qu'à chaque fois que je voyais son écriture, je n'arrivais plus à respirer. Je l'ai descendue. Mais d'abord, du café. Parce que ce que j'allais faire nécessitait une tête très claire. La boîte était une boîte d'archives standard, en carton blanc, avec l'écriture de Ryan au stylo bille bleu sur le côté. À l'intérieur, les papiers de l'assurance vie que j'avais déjà traités, notre certificat de mariage, le certificat de naissance de Lily, une liasse de photos de notre lune de miel à Shenandoah. Et tout au fond, une enveloppe craft scellée avec du ruban adhésif transparent. L'enveloppe était plus lourde que ce à quoi je m'attendais. Je l'ai ouverte avec un couteau de cuisine. À l'intérieur se trouvaient 3 documents. Le premier était une copie certifiée conforme d'un acte de cession, quitclindide, daté du 14 avril, 4 mois avant l'accident de Ryan. Il transférait la pleine propriété du bien au 26 Birchwood Drive, notre maison, le terrain, tout de Ryan Mercé à Fiona Mercé. Signé par Ryan, notarié, tamponné par le greffier du tribunal de circuit du comté de Henley, Virginie. Le second était une impression du site web du registre du comté confirmant que l'acte avait été déposé et enregistré. Officiel, légal, fait. Le troisième était une note manuscrite sur du papier légal jaune, plié en 2. Fiona, cette maison est à toi et à Lily. Je me suis occupé de tout. Ne laisse personne te dire le contraire. R. Je l'ai lu 3 fois. L'écriture est devenue floue la 3e fois parce que mes mains tremblaient, pas de tristesse, mais de quelque chose de plus difficile à nommer. Quelque chose entre la fureur, le soulagement, et le souhait douloureux qu'il ait pu me le dire en personne. Pendant 3 ans, j'avais vécu dans cette maison en croyant qu'elle se trouvait sur un terrain de la famille Mercé. Que Judith pouvait révoquer notre droit d'être ici avec un simple coup de fil. Cette croyance m'avait gardé silencieuse face à chaque remarque passive-agressive, chaque épaule froide au dîner de famille, chaque fois que Judith me rappelait que cette propriété est dans la famille Mercé depuis 2 générations. Elle était dans la famille Mercé. Elle était à mon nom. J'ai ouvert mon ordinateur portable, navigué vers le portail des registres fonciers du comté de Henley, et tapé notre adresse. L'écran a chargé. Propriétaire enregistré, Fiona A. Mercé. J'ai fermé l'ordinateur, pris la note de Ryan, et l'ai tenue contre ma poitrine pendant un long moment. Puis je l'ai posée, j'ai ouvert un nouvel onglet de navigateur, et j'ai cherché, droit propriétaire Virginie expulsion occupant préavis 30 jours. Il était 3h47 du matin le 26 décembre. Ma fille était en sécurité dans son lit, et pour la première fois depuis 3 ans, je savais exactement où je me tenais, sur mon propre terrain. Le téléphone a sonné à 8h02. J'en étais à ma 2e tasse de café, assise à la table de la cuisine avec un bloc-notes rempli de notes, et Lily dormait encore. Identifiant de l'appelant, Judith Mercé.
J'ai laissé sonner 4 fois. Puis j'ai décroché. Pas parce que je voulais parler, mais parce que je voulais écouter. Fiona. Sa voix était chaleureuse, concernée, parfaitement calibrée. La voix d'une femme qui avait répété sa phrase d'ouverture. Je m'inquiétais pour toi. Tu es parti si brusquement hier soir sans même dire au revoir. Ce n'est pas ton genre. Je n'ai rien dit. Écoute, je sais que la situation avec Lily a pu sembler dure, mais cet enfant a besoin de structure. Fiona, tu la couvres trop. Elle a fait une accusation très grave à table devant toute la famille, et elle avait besoin de comprendre que les actions ont des conséquences. J'ai laissé le silence s'étirer. Judith l'a rempli, comme je savais qu'elle le ferait. Derek a déjà expliqué la situation du compte. Il a emprunté une petite somme temporairement. Il va la rembourser. C'est une affaire de famille, Fiona. Lily n'avait pas à ramener ça devant tout le monde. Elle l'a embarrassé. Elle m'a embarrassé. C'était là. Pas Lily a été blessée. Pas je suis allé trop loin. Lily l'a embarrassé. Je t'entends, Judith. Bien. Donc, nous pouvons passer à autre chose. Et Fiona? Sa voix a baissé d'un demi-registre, comme elle le faisait toujours quand elle cherchait son levier de pression. Je ne devrais pas avoir à dire ça, mais tu vis sur une propriété Mercé. Ce serait très malheureux si ce genre de drame rendait cet arrangement compliqué. J'ai regardé l'acte de cession sur la table devant moi. L'écriture de Ryan. Le tampon du registre du comté. Je comprends, Judith. Merci d'avoir appelé. J'ai raccroché. Elle allait repasser cette conversation dans sa tête plus tard et penser qu'elle avait gagné. Elle penserait que la menace avait porté ses fruits, que j'étais redevenue la belle-fille silencieuse qui connaissait sa place. Elle n'avait aucune idée que je venais d'enregistrer chaque mot. La Virginie est un État à consentement unique. J'ai sauvegardé le fichier, je l'ai horodaté, et je l'ai ajouté à un nouveau dossier sur mon bureau. J'ai nommé le dossier rouge. Derek a envoyé un SMS à 10h14. Pas de salutation, pas de ponctuation, juste du venin. Elle se prend pour qui ta gamine? Elle écoute aux portes des conversations privées et ensuite elle l'ouvre au dîner de Noël. Tu dois apprendre à cette fille sa place. Fiona, capture d'écran. Horodatage. Sauvegarder. Un deuxième message 40 secondes plus tard. Si tu en fais toute une histoire, je dirai à tout le monde tes dépressions nerveuses après la mort de Ryan. Maman a des documents. Ne me teste pas. Capture d'écran. Sauvegarder. Je n'ai pas pris la peine de me demander si Judith avait réellement des documents. Ça n'avait pas d'importance. Ce qui comptait, c'est que Derek, par écrit, venait de confirmer deux choses, il avait peur de ce que Lily avait dit. Et son premier réflexe était de menacer. Un troisième texto. Sans la famille Mercé, tu n'es qu'une infirmière de nuit avec une gamine qui ment. Souviens-toi de ça. Capture d'écran. Sauvegarder. J'étais à mi-chemin de l'organisation du dossier quand Grace a appelé. Sa voix avait cette qualité tendue et contrôlée qu'elle utilisait quand elle était furieuse pour le compte de quelqu'un d'autre. Fiona, tu es en ligne? Tu as vu Facebook? Non. Je l'ai ouvert. Karen Mercé, la femme de Derek, avait posté il y a 40 minutes dans le groupe communautaire du comté de Henley. 312 membres. Le message disait: triste de partager que notre réunion de famille a été perturbée ce Noël par un membre de la famille qui a choisi d'aliéner une grand-mère aimante de sa seule petite fille. S'il vous plaît, gardez Judith dans vos prières alors qu'elle navigue dans cette situation douloureuse. La famille devrait passer en premier. 47 likes, 12 partages. Un commentaire d'une certaine Brenda, c'est pourquoi les valeurs familiales disparaissent. Je prie pour Judith. J'ai fait une capture d'écran du post, des commentaires, du nombre de partages, de l'horodatage. Tout est allé dans le dossier rouge. Grace a dit, qu'est-ce que tu vas faire? Rien. En ligne et hors ligne. J'appelle un avocat. Grace est arrivée à midi avec 2 cafés, un sac de bagel à la cannelle, et un livre de coloriage pour Lily. C'était Grace. Elle n'arrivait jamais les mains vides. Et elle pensait toujours à la petite en premier. Lily était sur le sol du salon, toujours en pyjama,
calme, mais ça allait. Elle avait pris son petit déjeuner. Elle n'avait pas mentionné la veille au soir. Je n'avais pas insisté. Il y aurait un temps pour cette conversation avec un professionnel dans la pièce, pas juste moi en train de bafouiller. Grace et moi nous sommes assises à la table de la cuisine avec la porte entr'ouverte pour pouvoir entendre Lily fredonner sur quelque chose sur sa tablette. J'ai tout étalé, la pancarte, la photo, les SMS de Derek, l'appel de Judith, le post Facebook de Karen, et enfin, l'acte de propriété. Grace a pris l'acte de cession, l'a lu 2 fois, et l'a reposé lentement. Ryan a fait ça 4 mois avant l'accident. Il ne m'a jamais rien dit parce qu'il savait. Grace m'a regardé. Il connaissait sa famille, Fiona. Et il s'est assuré que tu aurais un sol sur lequel te tenir. Littéralement. J'ai fixé la note jaune écrite de sa main et j'ai senti quelque chose se fissurer derrière mon sternum. Pas du chagrin. J'avais consumé le pire de tout ça il y a des années. C'était quelque chose de plus proche de la gratitude, aigu et douloureux. Tu as besoin de Nathan Cordreau, a dit Grace. Droit immobilier et des successions. Mon ex l'a utilisé pendant le divorce. Il est minutieux, il est rapide, et il ne fait pas de drame. Il fait des documents. Je ne veux pas une guerre, Grace. Je veux juste que Lily soit en sécurité. Grace a tendu la main à travers la table et a posé la sienne sur la mienne. Ce n'est pas une guerre. C'est protéger ce qui est à toi. Ryan t'a déjà tendu le bouclier. Tu n'as plus qu'à le ramasser. J'ai appelé le bureau de Nathan Cordreau à 12h34. Son assistante a dit qu'il pouvait me voir le lendemain après-midi, le 27 décembre, à 14h. J'ai pris le rendez-vous. Cette nuit-là, après que Lily se soit endormie, je me suis assise dans le salon sombre avec l'arbre de Noël qui clignotait encore et le dossier rouge sur mes genoux. Cet élément et ça continuait. Chacun d'eux horodaté. Chacun d'eux sauvegardé sur le cloud, sur une clé USB, et en copie imprimée dans une enveloppe que j'ai donnée à Grace pour qu'elle la garde. Je ne savais pas encore ce que Nathan Cordreau trouverait quand il regarderait plus profondément dans les finances de la famille Mercé. Mais j'avais le sentiment que ce que Lily avait entendu n'était que le début. Pour comprendre pourquoi je suis restée silencieuse pendant 3 ans, vous devez comprendre la famille Mercé. Ryan était le fils aîné. Le responsable. Celui qui payait les impôts fonciers de la maison de sa mère quand elle oubliait. Celui qui conduisait 4 heures pour réparer la plomberie le week-end de Thanksgiving. Celui qui s'est porté garant pour le prêt auto de Derek quand Derek avait 23 ans et avait déjà fait défaut sur une carte de crédit. Derek avait 5 ans de moins et fonctionnait selon un ensemble de règles entièrement différents. Quand Derek perdait un emploi, c'était de la malchance. Quand Derek avait besoin d'argent, c'était temporaire. Quand Derek arrivait au dîner de Noël avec une nouvelle veste en cuir et aucune explication, personne ne posait de questions, car poser des questions dans la famille Mercé était considéré comme une forme d'agression. Ryan le voyait. Il ne l'a jamais dit aussi brutalement, mais je pouvais lire entre les lignes de ce qu'il me disait. Un soir, environ 1 an avant sa mort, il a dit « Mon père a mis en place un plan 529 pour Lily, 47 000 €. Maman est listée comme dépositaire parce que j'étais déployé quand papa a rempli les papiers, mais c'est à Lily. J'ai besoin que tu le saches. » J'ai demandé pourquoi il me disait ça comme si c'était un avertissement. Il a juste serré ma main et a dit « Parce que ma famille aime l'idée de l'argent plus qu'elle n'aime les gens qu'il est censé aider. » Harold Mercé, le père de Ryan, est mort 2 ans avant Ryan. Après le décès d'Harold, Judith est devenue le centre gravitationnel de la famille, et sa gravité avait une préférence. Derek était la lune qu'elle tirait au plus près. J'étais la comète qu'elle tolérait en orbite. Utile, distante, et censée s'éteindre discrètement. Quand Ryan est mort, la première chose que Judith m'a demandé de pas aux funérailles, à l'hôpital, alors que je portais encore les vêtements dans lesquels j'avais dormi pendant 2 jours, c'était ce qui se passait avec l'assurance vie. Pas comment vas-tu? Pas comment va Lily? L'assurance vie. J'ai utilisé cet argent pour payer les dettes médicales de Ryan et nous maintenir à flot, Lily et moi. Judith a suggéré que je partage une partie avec Derek, qui était en difficulté. J'ai dit non. C'était la seule fois où je lui avais refusé quelque chose directement, et elle ne l'a jamais oublié. À partir de ce moment-là, la température a chuté. Graduellement, puis d'un coup. Moins d'invitations, des appels plus courts,
des commentaires aux réunions de famille juste assez forts pour que je les entende. Lily devient si silencieuse. Je me demande de qui elle tient ça. Et toujours, sous tout le reste, le rappel, tu vis sur un terrain Mercé, Fiona. N'oublie pas qui a rendu cela possible. Je n'avais pas oublié. Je ne savais juste pas encore que ce n'était pas vrai. Le bureau de Nathan Cordreau était au 2e étage d'un bâtiment en briques converti sur Main Street, au-dessus d'une boulangerie. Toute la cage d'escalier sentait le levain. C'était le genre de détail auquel mon cerveau s'accrochait parce que le reste de moi fonctionnait avec 4 heures de sommeil et un niveau d'anxiété que je gérais grâce à une pure discipline professionnelle. Il avait la quarantaine, un bureau soigné, pas de photos de famille, juste des diplômes et un drapeau de l'État de Virginie dans le coin. Il m'a serré la main, a désigné la chaise, et a dit « Racontez-moi tout. Commencez par la propriété. » J'ai posé le dossier rouge sur son bureau et je l'ai ouvert comme un dossier de patient. L'acte en premier. Nathan a examiné l'acte de cession pendant 2 minutes sans parler. Il a vérifié le sceau du notaire, le tampon d'enregistrement, les lignes du cédant et du cessionnaire. Puis il a ouvert les registres fonciers du comté de Henley sur son propre écran, a tapé l'adresse, et a tourné le moniteur vers moi. Madame Mercé, cet acte est valide et correctement enregistré. Vous êtes la seule propriétaire légale du 26 Birchwood Drive et de la parcelle de 0,3 hectares sur laquelle elle se trouve. Il n'y a aucune charge, aucun privilège, et aucun copropriétaire. J'ai expiré. Je n'avais pas réalisé que je retenais mon souffle. Maintenant, a-t-il dit, parlez-moi du 529. Je lui ai dit ce que je savais. Harold Mercé l'avait mis en place pour Lily. 47 000 €. Judith listée comme dépositaire. Ryan croyait que l'argent était intact. Lily a entendu Derek parler de retrait. Nathan a ouvert le portail du compte de garde 529, m'a demandé les informations que j'avais et le numéro de sécurité sociale de Lily, le nom d'Harold comme contributeur original et a soumis une demande d'enquête à l'institution financière gérant le plan. Nous aurons les relevés complets des transactions sous 5 à 7 jours ouvrables, a-t-il dit. Puis il a fait une pause, le stylo planant au-dessus de son bloc-notes. Combien pensez-vous qu'il reste? Je ne sais pas. Lily a entendu Derek dire qu'il en avait besoin. J'espère qu'elle a mal compris. Et si ce n'est pas le cas, alors je veux que chaque euro soit justifié. Nathan a hoché la tête et a noté quelque chose. Puis il a levé les yeux. Encore une chose. J'ai effectué une vérification standard sur votre propriété. Votre adresse, 26 Birchwood, est actuellement listée sous une exemption de propriété familiale, Homestead Exemption. Savez-vous qui l'a déposée? Je n'ai pas déposé d'exemption de propriété familiale. Je ne savais même pas ce que c'était jusqu'à ce que Nathan me l'explique. Une réduction d'impôt pour une résidence principale, réclamée par le propriétaire. Sauf que je ne l'avais pas réclamée. Quelqu'un d'autre l'avait fait. Le dossier est au nom de Judith Mercé, a dit Nathan, utilisant votre adresse. La pièce est devenue très silencieuse. Le levain du rez-de-chaussée a soudainement senti le brûler. Qu'est-ce que ça signifie? Cela signifie que votre belle-mère réclame un avantage fiscal sur une propriété qu'elle ne possède pas depuis environ 3 ans. Il a fait une pause. C'est de la fraude fiscale, Madame Mercé. Au niveau du comté. Je me suis assise dans la chaise de Nathan et j'ai fait le calcul sans le vouloir. 3 ans d'impôt foncier réduit sur une maison qu'elle ne possédait pas. 3 ans d'un avantage auquel elle n'avait pas droit. Déposé discrètement, probablement quelques semaines après la mort de Ryan, quand j'étais trop anéanti pour remarquer quoi que ce soit qui n'impliquait pas de nourrir Lily et de me présenter à mes gardes. Elle ne m'avait pas seulement contrôlé avec la menace de me prendre la maison. Elle profitait de la maison. Ma maison. De combien parle-t-on, ai-je demandé. Nathan a consulté le site de l'évaluateur du comté. L'exemption de propriété familiale du comté de Henley réduit l'impôt foncier annuel d'environ 2 800 €. Sur 3 ans, cela fait environ 8 400 € d'arriérés d'impôt dû, plus les pénalités généralement 25%. Donc, nous regardons environ 10 500 € que Judith Mercé doit au comté. Il a laissé ce chiffre se poser. Madame Mercé, je veux être clair sur vos options. Il les a comptés sur ses doigts, comme j'avais vu des chirurgiens compter les instruments. 1. Vous pouvez envoyer un préavis de 30 jours à toute personne occupant votre propriété sans autorisation.
Cela inclut l'atelier de Derek sur votre terrain. 2. Vous pouvez déposer un rapport auprès de l'évaluateur du comté concernant l'exemption frauduleuse. 3. Selon ce que les dossiers du 529 montreront, vous pouvez poursuivre une action civile pour les fonds d'éducation détournés. Chacune de ces actions est indépendante. Vous pouvez en faire une, 2, ou les 3. J'ai regardé le dossier sur son bureau. La pancarte. Les textos. L'acte. Le message vocal. Les 3, ai-je dit. Et tout part par courrier recommandé. Nathan a arrêté son stylo pour la première fois depuis que je m'étais assise. Il m'a étudié comme j'étudiais les patients qui arrivaient calmes avec une blessure qui aurait dû les faire hurler. Je fais ça depuis 20 ans, a-t-il dit. Litige de propriété familiale, problème de succession, cas de fraude. Mais 3 violations du même foyer contre la même personne? Ce n'est pas courant. Je suis infirmière aux urgences, monsieur Cordreau. Je ne panique pas. Je fais du triage. Il a presque souri. Alors mettons cela par écrit. Il a ouvert un nouveau bloc-notes, débouché son stylo, et nous avons passé l'heure suivante à rédiger 3 documents qui atterriraient sur les pas de porte de Judith et Derek Mercer d'ici le réveillon du Nouvel An. Cette nuit-là, après le bureau de Nathan, après avoir récupéré Lily chez Grace et nous avoir fait à toutes les deux des grillés cheese avec de la soupe à la tomate, le menu réconfort de Lily, je me suis assise à la table de la cuisine à 23h et j'ai construit mon arsenal. Je suis infirmière. Je sais comment tenir un dossier. Je sais que la documentation n'est pas juste de l'archivage. C'est la différence entre un cas et une histoire. Et j'avais fini de raconter des histoires à des gens qui n'entendaient que ce qu'ils voulaient. J'ai ouvert le dossier rouge et j'ai tout étalé par ordre chronologique. L'acte de cession, enregistré et tamponné. L'impression des registres fonciers du comté. La note manuscrite de Ryan. Le reçu de la demande d'enquête sur le compte 529 du bureau de Nathan. Le SMS de Lily et la photo floue de la nuit de Noël. Horodaté 21h43. La pancarte en carton ronde de la famille de l'écriture de Judith, maintenant scellée dans un sac Ziploc de 4 litres. L'appel téléphonique enregistré de Judith. 26 décembre, 8h02. 3 captures d'écran des SMS menaçants de Derek, 10h14 à 10h16. Le post Facebook de Karen et ses 12 partages. Le dépôt d'exemption de propriété familiale au nom de Judith à mon adresse. 10 éléments. Chacun étiqueté, daté, et stocké à 3 endroits, sauvegarde cloud, clé USB dans le tiroir de ma table de nuit, et une copie imprimée dans une enveloppe scellée que j'ai donnée à Grace. Nathan avait préparé 3 documents sortants. Un préavis de 30 jours pour quitter les lieux adressés à Derek Mercer à l'atelier sur ma propriété. Une lettre de mise en demeure adressée à Judith Mercer pour le remboursement intégral des fonds 529 détournés. Une plainte formelle auprès de l'évaluateur du comté de Henley concernant le dépôt frauduleux d'exemption de propriété. Chacun prêt pour un courrier recommandé avec accusé de réception. J'ai attaché les bordereaux de suivi sur le devant du dossier avec un trombone et je les fermais. Il y avait une chose de plus que j'ai décidé, quelque chose que Nathan n'avait pas suggéré. Quand je posterai les lettres recommandées, je ne ferai pas juste les déposer à la poste. J'entrerai, je les tendrai au comptoir, et je regarderai l'employé les tamponner. Je voulais sentir le poids quitter mes mains. Ce n'était pas une question de vengeance. La vengeance est bruyante. C'était quelque chose de plus calme. C'était une conséquence. Adresser et oblitérer. Je veux faire une pause ici une seconde. Si vous avez écouté jusque-là, vous êtes probablement assis quelque part en ce moment avec la mâchoire serrée et la poitrine lourde parce que vous avez soit vécu cela, soit regardé quelqu'un que vous aimez le traverser. J'étais exactement là où vous êtes. Assise à cette table, dossier fermé, cœur ouvert. Terrifiée et certaine à la fois. Si cette histoire vous touche, appuyez sur ce bouton like pour que je sache que vous êtes toujours avec moi. Et si vous avez déjà dû choisir entre maintenir la paix et garder votre enfant en sécurité, laissez un commentaire. Je lirai chacun d'eux. Maintenant, retour au 28 décembre. Le bureau de poste du comté de Henley sur la route 12 était calme le matin du 28 décembre. Une seule employée derrière le comptoir, une femme dans la cinquantaine avec des lunettes de lecture sur une chaîne perlée, fredonnant quelque chose que j'ai presque reconnu comme Silver Bell. J'ai posé 3 enveloppes sur le comptoir. Chacune blanche, légale,
avec l'adresse de retour de Nathan Cordreau imprimée dans le coin supérieur gauche et le nom du destinataire tapé proprement sous la fenêtre. Courrier recommandé. Accusé de réception demandée. Les 3. L'employé a pesé chacune d'elles, a imprimé les étiquettes vertes certifiées, et les a apposées. Elle a tamponné chaque enveloppe avec un bruit sourd satisfaisant. Le genre de son qui vous rappelle que le service postal livre des conséquences depuis 1775. Enveloppe 1, préavis de 30 jours pour quitter les lieux, adressé à Derek Mercé à l'atelier au 26 Birchwood Drive. Enveloppe 2, lettre de mise en demeure pour le retour de 42 800 € de fonds d'éducation 529 détournés, adressé à Judith Mercé au 414 Maple Ridge Lane. Enveloppe 3, plainte formelle au bureau de l'évaluateur du comté de Henley concernant le dépôt frauduleux d'exemption de propriété familiale par Judith Mercé. J'ai payé 23,70 € en affranchissement. L'employé m'a remis 3 reçus de suivi. J'ai photographié chacun d'eux, j'ai envoyé les numéros de suivi par SMS à Nathan, et j'ai glissé les reçus dans le dossier rouge. 3 enveloppes. Poids combiné, moins de 60 grammes chacune. Mais quand elles arriveraient, et elles arriveraient, parce que le courrier recommandé arrive toujours, elles porteraient le poids de chaque nuit où je m'étais mordu la langue à la table de Judith. Chaque fois que Derek m'avait fait un sourire narquois à travers la pièce. Chaque murmure, souviens-toi sur quel terrain tu es. Je suis retourné à ma voiture dans l'air froid de décembre. Mon souffle sortait en nuages. Le ciel était de ce gris plat de Virginie qui signifie que plus de froid arrive. J'ai vérifié l'application de suivi USPS avant de démarrer le moteur. Livraison estimée, 30 au 31 décembre. Juste autour du réveillon. Il y avait quelque chose de poétique là-dedans. Une année qui se termine, un silence qui se brise, et 3 enveloppes faisant leur chemin à travers le système imparable et indifférente, comme les conséquences devraient l'être. Le litige foncier était une chose. L'argent en était une autre. Mais il y avait une couche sous tout cela que je ne pouvais pas traiter par courrier recommandé, le fait que ma fille avait été émotionnellement abusée par un membre de la famille dans une pièce pleine d'adultes qui n'avaient rien fait. Je suis infirmière diplômée dans l'État de Virginie. Je suis tenue au signalement obligatoire. Cela signifie que si j'ai un motif raisonnable de soupçonner qu'un enfant a été abusé ou négligé, je suis légalement tenu de le signaler. Il n'y a pas d'exception pour la famille. Il n'y a pas d'exception pour Noël. L'après-midi du 28 décembre, après avoir déposé les enveloppes à la poste, j'ai appelé la hotline des services de protection de l'enfance du département des services sociaux du comté de Henley depuis ma voiture garée. J'ai donné mon nom, mes références, et un compte rendu clair et factuel de ce qui s'était passé le 25 décembre. Une enfant de 10 ans a été publiquement humiliée, forcée de porter une pancarte dégradante, privée de nourriture pendant environ 6 heures, et isolée des autres enfants comme punition pour avoir dit la vérité. J'ai fourni la photo horodatée de Lily de 21h43. J'ai fourni la pancarte physique, maintenant préservée. J'ai fourni le nom de Judith, le nom de Derek, et l'adresse où l'incident s'était produit. L'agent d'accueil a attribué un numéro de dossier. Un travailleur social me contacterait dans les 48 heures pour planifier un entretien avec l'enfant avec mon consentement, dans un environnement où Lily se sentait en sécurité. J'ai aussi appelé le pédiatre de Lily cet après-midi-là et obtenu une recommandation pour le docteur Amara Singh, une pédopsychiatre agréée spécialisée dans les traumatismes émotionnels liés à la famille. Premier rendez-vous disponible, 3 janvier. Je l'ai pris. J'ai signalé des centaines de cas d'abus présumés au cours de ma carrière. J'ai appelé la hotline depuis des box d'urgence fermées par des rideaux à 2 heures du matin, en chuchotant pour que le parent dans la salle d'attente n'entende pas. Ça ne devient jamais plus facile. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, je n'appelais pas pour l'enfant d'un étranger. J'appelais pour la mienne. Et ma main n'a pas tremblé une seule fois. Ce soir-là, j'ai fait quelque chose de radical. J'ai rangé le dossier. Pas pour toujours, juste pour la nuit. Parce que ma fille avait plus besoin de macaroni au fromage que d'une mère penchée sur des documents juridiques. Et j'avais passé assez de temps ces 3 derniers jours à être stratégique. Lily méritait quelques heures où je n'étais que maman. Nous les avons préparées ensemble. Elle remuait la sauce au fromage pendant que je faisais bouillir les nouilles, et elle me parlait d'un livre qu'elle lisait, le seul et unique y vend, sur un gorille dans un centre commercial qui trouve un moyen de changer sa vie grâce à un dessin. Elle en parlait de la façon dont elle parlait de tout ce qu'elle aimait, vite, avec tout son corps, les mains gesticulant,
les yeux grands ouverts, complètement vivante. Maman. Yvan ne crie sur personne. Il dessine juste la vérité, et les gens la voient enfin. J'ai failli lâcher la passoire. Nous avons mangé sur le canapé avec l'arbre de Noël toujours branché. Je n'avais pas enlevé les décorations. Normalement, je l'aurais fait à ce stade, mais quelque chose à propos de ces petites lumières clignotantes semblait nécessaire, comme si la maison avait besoin de se rappeler que Noël avait bien commencé, même s'il s'était terminé quelque part de terrible. Lily s'est penchée vers moi, son assiette en équilibre sur ses genoux, et a dit « On peut juste rester comme ça ?» Comme quoi? Juste nous. Dans notre maison. Avec les lumières allumées. Oui, Lily. On peut rester exactement comme ça. Elle s'est endormie contre mon bras vers 20h30. Je l'ai portée au lit, j'ai remonté la couette jusqu'à son menton, et j'ai embrassé son front. Elle sentait le fromage et le shampoing et disant de la meilleure chose que j'ai jamais faite. Je suis resté dans le couloir devant sa chambre un moment, écoutant sa respiration. Puis mon téléphone a vibré. Mise à jour du suivi USPS. Enveloppe 1. Statut, en cours de livraison. Arrivée estimée, 30 décembre, demain. J'ai éteint la lumière du couloir, je suis retourné à la cuisine, et j'ai laissé le silence s'installer autour de moi comme une armure. Nathan a appelé à 9h15 le lendemain matin, le 29 décembre. Sa voix avait le même ton mesuré qu'elle avait toujours, mais je commençais à apprendre la différence entre sa voix de confirmation d'information et sa voix de « vous devez entendre ça ». C'était la deuxième. Madame Mercé, de mise à jour. Premièrement, le bureau de l'évaluateur du comté a reçu votre plainte. Ils ont ouvert un examen. Le délai standard est de 10 jours ouvrables pour l'évaluation initiale. S'il confirme que l'exemption de propriété familiale a été déposée frauduleusement, Judith recevra un avis d'arriéré d'impôt du plus une pénalité de 25%. Paiement dû dans les 90 jours suivant l'avis. J'ai noté les dates dans la marge de mon bloc-notes. 10 jours ouvrables à partir du 28 décembre, placez l'évaluation autour du 13 janvier. Deuxièmement, j'ai soumis la demande de dossier pour le compte de garde 529. L'institution financière a confirmé la réception et publiera l'historique complet des transactions dans les 5 à 7 jours ouvrables. Une fois que nous aurons cela, nous saurons exactement combien a été retiré, quand, et vers quel compte. Et si c'est ce que nous pensons, alors vous avez deux options, une lettre de mise en demeure pour remboursement volontaire, que nous avons déjà envoyée. S'il ne se conforme pas dans les 30 jours, je dépose une action civile au tribunal de district général du comté de Henley. Étant donné le montant plus de 40 000 €, cela dépasse les petites créances. Nous envisagerions une audience, possiblement un jugement par défaut s'ils ne répondent pas. Combien de temps cela prendrait-il? S'ils ne contestent pas, 6 à 8 semaines du dépôt au jugement. J'ai fait le calcul. Lettre de mise en demeure envoyée le 28 décembre. Date limite de 30 jours, 27 janvier. Si pas de paiement, Nathan dépose fin janvier. Jugement mi-mars. Faites-le, ai-je dit. Et Nathan, s'ils appellent votre bureau pour essayer de négocier avant la fin des 30 jours, j'écouterai, mais je ne négocie pas sans documentation de capacité de paiement et un accord de remboursement signé. Je ne suis pas dans le business des poignées de main. Moi non plus. Plus maintenant. J'ai raccroché, vérifié le tracker USPS une fois de plus. L'enveloppe 2 indiquait maintenant en transit vers la destination, et j'ai encerclé le 27 janvier sur le calendrier de la cuisine en rouge. 30 jours. L'horloge tournait. 30 décembre, 11h47. Suivi USPS mis à jour. Enveloppe 2. Livré. Signé par J.E. Mercé. J'ai fixé l'écran pendant exactement 4 secondes. Puis j'ai posé le téléphone face vers le haut sur la table de la cuisine et j'ai attendu. 43 minutes. C'est le temps que ça a pris. Le premier appel est arrivé à 12h30. Je n'ai pas répondu. La voix de Judith sur la messagerie vocale était quelque chose que je n'avais jamais entendu auparavant. Stridente, s'effilochant sur les bords, comme quelqu'un qui venait de découvrir que le sol sur lequel il se tenait appartenait à quelqu'un d'autre. Fiona, qu'est-ce que c'est? Tu m'as envoyé une lettre de mise en demeure par un avocat pour un malentendu sur le compte de Lily. Rappelle-moi tout de suite. Message vocal 2, 12h38. Plus fort, moins poli.
Je suis ta belle-mère. J'ai élevé l'homme que tu as épousé, et tu m'envoies de la paperasse légale la semaine après Noël? As-tu la moindre idée de ce à quoi ça ressemble? Message vocal 3, 12h51. Et c'était celui que j'ai sauvegardé 2 fois sur mon téléphone et sur le cloud parce que Judith Mercé, la femme qui avait passé 3 ans à me dire que ma fille était une menteuse, a dit ce qui suit. Derek a utilisé cet argent pour payer ses dettes. Je l'ai autorisé parce qu'il avait des ennuis et c'est ce que fait la famille. J'allais le remettre. C'était un prêt. Fiona, tu transformes ça en quelque chose que ce n'est pas. Je l'ai repassé. Je l'ai autorisé. Pas Derek a agi seul. Pas il y a eu une erreur. Je l'ai autorisé. La femme qui avait forcé mon enfant à porter une pancarte disant honte de la famille ou pour avoir dit la vérité sur de l'argent volé venait d'admettre sur une messagerie vocale enregistrée qu'elle était au courant de l'argent volé depuis le début. J'ai horodaté le message vocal. Je l'ai ajouté au dossier rouge. Et je ne l'ai pas rappelé. Certaines preuves, vous devez les chasser. Certaines preuves paniquent et courent droit vers votre téléphone. Réveillon du Nouvel An. Le genre de froid qui fait coller le loquet de la boîte aux lettres. Suivi USPS 10h22. Enveloppe une livrée. Signé par D. Mercé. Derek n'a pas appelé. Derek a pris le volant. À 11h40, j'ai entendu le crissement du gravier dans l'allée, suivi d'une portière de camion claquant assez fort pour faire trembler la caméra de Sonnet Ring que j'avais installée 6 mois plus tôt, à l'origine à cause d'un voleur de colis. Mais Dieu travaille de manières utiles. J'étais dans la cuisine. Lily était à l'appartement de Grèce pour la matinée. Je ne suis pas allé à la porte. Il a frappé. Puis il a tambouriné. Puis il a hurlé, « Fiona, ouvre cette porte. Tu ne peux pas faire ça. C'est une terre Mercé. Cet atelier est ici depuis que papa était vivant. Tu n'as aucun droit. » La caméra Ring a tout enregistré. J'ai regardé sur mon téléphone à 3 mètres de là. Derek le visage rouge, faisant les 100 pas sur le porche. La lettre recommandée froissée dans son poing. J'ai appelé le service non urgent du comté de Henley. Je m'appelle Fiona Mercé, 26 Birchwood Drive. Il y a un homme sur ma propriété qui a reçu un avis de quitter les lieux sous 30 jours et qui frappe maintenant à ma porte en hurlant. J'aimerais qu'un officier vienne lui demander de partir. L'adjoint est arrivé en 12 minutes. J'ai regardé par la fenêtre alors que Derek passait des cris au bafouillement puis au silence en l'espace d'une seule conversation avec un officier en uniforme. L'adjoint a examiné l'avis, vérifié mon identité, confirmé les registres de propriété sur le système de sa voiture, et a dit à Derek de quitter les lieux. Derek a pointé un doigt vers la maison, vers moi, et a dit quelque chose que je ne pouvais pas entendre de l'intérieur. L'adjoint a écrit quelque chose dans son carnet et a répété calmement qu'il était temps de partir. Derek est parti. J'ai demandé une copie du rapport d'incident. Dossier numéro 2024-1231-0087. Date, 31 décembre. Documentant perturbation verbale, intrusion après avis. 2 heures plus tard, Grace m'a envoyé une capture d'écran. Derek avait posté sur son Facebook personnel. Ma belle-sœur vient d'appeler la police pour moi alors que j'allais sur la propriété de ma propre famille. Elle a engagé un avocat et essaie de nous jeter d'une terre qui est une propriété Mercé depuis des décennies. Tout ça parce que sa gamine a inventé une histoire à Noël. S'il vous plaît, partagez pour que les gens sachent la vérité. La famille d'abord injustice. 214 partages à minuit. Je n'ai pas posté de réponse. Je n'ai pas commenté. Je n'ai pas partagé. J'ai juste fait des captures d'écran de tout, je l'ai ajouté au dossier rouge, et j'ai regardé les feux d'artifice depuis la fenêtre de mon salon pendant que l'horloge sonnait les 12 coups de minuit. Nouvelle année, nouvelles règles. Les 3 premiers jours de janvier ressemblaient à marcher dans une ville qui avait déjà pris sa décision. Les amis de l'église de Judith avaient partagé le post de Karen dans 2 autres groupes communautaires. La diatribe Facebook de Derek avait atteint la page locale d'achat-vente. Le récit était propre et simple, une belle-fille sans cœur jette une grand-mère en deuil et un oncle bien-aimé hors de la terre familiale pour un malentendu de Noël. Aucune mention d'une pancarte. Aucune mention d'une enfant affamée. Aucune mention de 42 000 €. Je l'ai remarqué d'abord à l'épicerie.
Madame Blue de l'association des parents d'élèves évitait le contact visuel au comptoir de la charcuterie. Puis au travail, une infirmière de l'équipe de jour que je connaissais à peine a dit « J'ai entendu dire que les choses sont difficiles avec tes beaux-parents. Je suis désolé. » La pitié dans sa voix me disait qu'elle n'avait entendu qu'une seule version. Les textos de la famille éloignée Mercé arrivaient par vagues. La tante de Ryan, Judith, est dévastée. Elle mange à peine. Est-ce vraiment nécessaire? Le cousin de Ryan, tu devrais penser à ce que Ryan voudrait. Il ne voudrait pas que la famille soit déchirée. Un numéro que je ne reconnaissais pas, honte à vous d'empêcher une grand-mère de voir son petit enfant. J'ai lu chacun d'eux. Je n'ai répondu à aucun. Puis le 2 janvier, alors que je rentrais dans mon allée après une garde de 12 heures, j'ai vu Madame Patterson debout à sa boîte aux lettres à côté. Elle avait 70 ans et quelques, veuve, le genre de voisine qui remarquait tout mais disait très peu. Elle vivait sur Birchwood Drive depuis plus longtemps que quiconque. Elle m'a regardé différemment des autres. Pas avec pitié ou jugement, plus comme une reconnaissance. Fiona, a-t-elle dit, juste ça. J'ai vu quelque chose la nuit de Noël chez Judith. J'aurais dû faire quelque chose à ce moment-là, et je ne l'ai pas fait. Mais si quelqu'un me le demande un jour, je leur dirai exactement ce que j'ai vu. Elle s'est retournée et est rentrée chez elle avant que je puisse répondre. Je suis resté assise dans ma voiture pendant une minute entière, moteur éteint, fixant sa porte fermée. Puis j'ai ajouté son nom à la liste de contacts du dossier rouge. Pas comme une arme, mais comme un témoin. Il y a une différence. La ville avait entendu une histoire. Madame Patterson en avait vu une autre. Et le système lent, méthodique, indifférent au partage Facebook tournait toujours. 2 janvier, 15 heures. L'assistante sociale de la protection de l'enfance est arrivée chez moi. Elle s'appelait Madame Tate, la trentaine, une présence calme, le genre de personne qui écoutait avec toute sa posture. Elle a demandé si elle pouvait parler avec Lily dans le salon pendant que je restais dans la cuisine. J'ai accepté. Le docteur Singh avait déjà rencontré Lily la veille et avait dit qu'elle gérait bien les choses, mais j'avais préparé Lily simplement, une gentille dame va te poser des questions sur la nuit de Noël. Tu dis juste la vérité comme tu le fais toujours. L'entretien a duré 22 minutes. Je pouvais entendre des murmures à travers le mur. La voix de Lily calme mais stable. Pas de pleurs. Quand Madame Tate est sortie, elle s'est assise en face de moi à la table de la cuisine et a parlé dans le langage neutre et prudent de quelqu'un documentant des faits. Le récit de votre fille est cohérent et détaillé. Elle a décrit la pancarte, la restriction alimentaire, la durée, et les membres de la famille présents. Elle a aussi décrit les événements menant à la punition, spécifiquement qu'elle a répété quelque chose qu'elle avait entendu à propos d'un compte financier. Madame Tate a fait une pause. C'est suffisant pour ouvrir une enquête formelle pour abus émotionnels et négligence, spécifiquement humiliation publique, privation de nourriture, et intimidation psychologique d'un mineur. Judith Mercé et Derek Mercé seront nommés comme sujets. Puis elle m'a dit quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Nous avons reçu un deuxième signalement ce matin. Une voisine, une Madame Patterson sur Birchwood Drive. Elle a contacté notre bureau indépendamment. Elle déclare avoir été témoin que votre fille a été amenée dehors sur le porche avant vers 21 h la nuit de Noël par des températures glaciales, ne portant qu'une robe. Elle a entendu une voix féminine adulte qu'elle a identifiée comme Madame Judith Mercé criant sur l'enfant, et elle a fourni une vidéo prise avec un téléphone portable. Madame Tate a laissé cela se poser. La vidéo dure 23 secondes. Elle a été prise à travers la fenêtre de cuisine de Madame Patterson de l'autre côté de la cour. Elle ne montre pas clairement le visage de l'enfant, ce qui protège sa vie privée, mais elle capture la voix, l'horodatage 21h07 le 25 décembre et les conditions approximatives. J'ai pressé mes paumes à plat sur la table. 23 secondes d'images dont j'ignorais l'existence, d'un témoin que je n'avais pas sollicité, corroborant tout ce que ma fille avait dit. Judith avait passé une semaine à dire à qui voulait l'entendre que Lily était une menteuse, que j'étais instable, que c'était un malentendu. 23 secondes ne comprennent pas mal les choses. Madame Tate a expliqué les étapes suivantes. L'enquête inclurait des tentatives d'entretien avec Judith et Derek, un examen des preuves, et une détermination sous 30 jours. Pendant cette période, les sujets seraient avisés qu'un contact non supervisé avec Lily n'était pas recommandé. J'ai raccompagné Madame Tate à la porte.
Elle m'a serré la main et a dit, « Votre fille est articulée et courageuse. Vous devriez le savoir. Elle tient ça de son père, ai-je dit, et je le pensais. Je dois m'arrêter ici un instant parce que quand Madame Tate m'a parlé de la vidéo de Madame Patterson, je me suis assise dans ma cuisine et j'ai fixé le mur pendant un long moment. Pas parce que j'étais surprise que quelqu'un ait vu, mais parce que j'étais anéanti que quelqu'un ait vu et ait failli ne pas parler. Madame Patterson l'a fait, cependant. Tard, mais elle l'a fait. Et ça comptait. Si vous êtes toujours là, abonnez-vous pas pour moi, pour la partie de l'histoire qui arrive. Parce que ce qui se passe ensuite, c'est la partie où les lettres recommandées commencent à faire leur travail, et les gens qui pensaient être intouchables découvrent qu'ils ne le sont pas. Restez avec moi. 15 janvier, un mardi. J'étais entre deux patients à l'hôpital, en train de faire de l'administratif dans la salle de pause. Café froid, lumière fluorescente. Quand Nathan a appelé. L'évaluateur du comté a terminé son examen. L'exemption de propriété familiale déposée par Judith Mercé sur votre propriété a été déterminée comme frauduleuse. Elle n'avait aucun intérêt de propriété dans le 26 Birchwood Drive à aucun moment pendant la période de dépôt. J'ai posé mon stylo. À compter d'aujourd'hui, le comté émet un avis à Judith Mercé pour des arriérés d'impôts totalisant environ 8 400 € plus une pénalité civile de 25% de 2 100 €. Total du 10 500 €. Date limite de paiement, 90 jours. Je n'ai rien dit pendant un moment. Nathan a attendu. Il était doué pour ça. Elle va dire qu'elle ne savait pas. Elle a signé le formulaire, Madame Mercé. Annuellement pendant 3 ans. Le bureau de l'évaluateur a sa signature dans le dossier. 3 signatures. 3 ans à réclamer un allègement fiscal sur une maison qu'elle ne possédait pas. Une maison qu'elle utilisait comme une laisse pour me garder docile. Chaque fois qu'elle avait dit « Souviens-toi sur quelle propriété tu es », elle collectait une réduction dessus. L'avis sera posté à son adresse au 414 Maple Ridge Lane, a continué Nathan. Je doute sincèrement qu'elle soit d'humeur festive quand il arrivera. Il avait raison. Judith a appelé mon téléphone 4 fois ce soir-là. Je n'ai répondu à aucun appel. Les messages vocaux étaient une étude en détérioration. Le premier, indigné, c'est ton œuvre, Fiona. Le deuxième, marchandant, on peut arranger ça si tu retires juste la plainte. Le troisième, menaçant, je dirai à tout le monde quel genre de personne tu es vraiment. Et le quatrième, quelque chose que je n'avais jamais entendu de Judith Mercé de toutes les années que je la connaissais. Le silence. 12 secondes de ligne ouverte, puis un clic. Ce silence m'en disait plus que tous ces mots ne l'avaient jamais fait. C'était le son d'une femme réalisant que le système se fiche de votre réputation, de votre groupe d'église, ou de combien de personnes ont partagé la campagne de diffamation contre votre belle-fille sur Facebook. Le système se soucie des signatures. Et celle de Judith était dans le dossier. 20 janvier, bureau de Nathan. Même odeur de levain dans la cage d'escalier. Poids différent dans la pièce. Il avait une feuille de calcul imprimée qui m'attendait sur le bureau. 4 pages, chaque ligne une transaction. Les dossiers du compte de garde 529 étaient revenus. 23 retraits, a dit Nathan, tournant la première page vers moi. Sur une période de 18 mois, commençant en juin de l'année dernière et se terminant en novembre. Total retiré, 42 800 €. J'ai regardé les colonnes. Date, montant, compte récepteur. Chaque retrait unique routé vers le même compte bancaire, un compte chèque personnel à la Vallée fédérale au nom de Derek P. Mercé. L'autorisation du dépositaire a été signée par Judith Mercé, a continué Nathan. Elle a accordé à Derek un accès direct au compte, ce qui, selon les réglementations 529, n'est autorisé que pour les dépenses d'éducation qualifiées du bénéficiaire nommé dans ce cas, Lily. Et rien de tout cela n'est allé à l'éducation de Lily. Pas un centime. Les descriptions de retrait sont vides. Pas de facture de frais de scolarité, pas de reçu de manuel, pas de documentation de fourniture scolaire. C'étaient des transferts d'argent directs vers le compte personnel de Derek. 42 800 €. Mon beau-père, Harold, un homme qui avait fait des heures supplémentaires dans une papeterie pendant 30 ans, avait économisé cet argent pour que sa petite-fille puisse aller à l'université. Et c'était parti. Siphonné dans n'importe quel trou que Derek avait creusé pour lui-même, avec Judith tenant l'appel.
Qu'est-ce qu'on fait, ai-je demandé, bien que je le savais déjà. La lettre de mise en demeure leur donnait jusqu'au 27 janvier pour rendre les fonds. À ce jour, nous n'avons reçu aucun paiement, aucune réponse, et aucune communication de leur avocat, s'ils en ont un. Le 28 janvier, je dépose une action civile au tribunal de district général du comté de Henley. Plainte pour détournement et manquement à l'obligation fiduciaire. Nous demandons le retour des 42 800 € complets plus les frais d'avocat, les frais de justice, et la pénalité de retrait anticipé de 10% de l'IRS, dont Judith, en tant que dépositaire, est personnellement responsable. Il a glissé un document sur le bureau. Le dossier était déjà rédigé. Le jugement total cherchera environ 46 350 €. J'ai signé l'autorisation. Le 27 janvier est venu et reparti. Pas un euro n'est arrivé. Pas un coup de fil au bureau de Nathan. Rien. Le matin du 28 janvier, Nathan a déposé la plainte. Le tribunal ne crie pas. Il tamponne, il classe, il date, et ensuite il envoie un homme à votre porte. 31 janvier, un vendredi. L'huissier de justice est arrivé au 26 Birchwood Drive à 14h14. Derek était dans l'atelier. Il traînait des pieds pour déménager, toujours dans sa fenêtre de 30 jours mais testant clairement chaque limite. La porte de l'atelier était ouverte. Je pouvais entendre sa musique depuis la cuisine ou une station country, mise trop fort, de la façon dont les gens font quand ils prétendent que tout va bien. L'huissier était un homme compact en veste grise, entièrement banal, portant une enveloppe Kraft qui était sur le point de réorganiser l'année de Derek Mersey. Il a marché sur le gravier, a frappé au cadre de la porte de l'atelier, et a dit le nom complet de Derek. J'ai regardé par la fenêtre de la cuisine. Je ne suis pas fier de la proximité avec laquelle j'ai regardé, mais je ne suis pas désolé non plus. Derek est sorti, s'essuyant les mains sur un chiffon. Il a regardé l'enveloppe. Il a regardé l'huissier. Son visage a traversé la confusion, l'irritation, et puis quelque chose de plus profond. La reconnaissance. La reconnaissance d'un homme qui s'attendait à ce moment à un certain niveau mais s'était convaincu qu'il ne viendrait pas vraiment. C'est quoi ça? Assignation civile, tribunal de district général du comté de Henley. Vous avez été nommé comme co-défendeur dans une plainte pour détournement et manquement à l'obligation fiduciaire. Vous avez été signifié, monsieur. Derek n'a pas pris l'enveloppe. L'huissier l'a placée sur l'établi, a noté le refus sur son formulaire, et est retourné à sa voiture. Selon la loi de Virginie, la signification était valide. Madame Patterson était à sa boîte aux lettres. Elle a tout vu. Elle n'a pas fait signe à Derek. Elle n'a pas détourné le regard non plus. Elle est juste restée là tenant son courrier, témoignant comme les bons voisins finissent par le faire. Derek a appelé Judith. Je le sais parce que dans les 20 minutes, la Buick argentée de Judith s'est arrêtée au bord de mon allée, bloquée parce que le portail était fermé. J'avais installé un simple portail à loquet à l'entrée de l'allée la semaine précédente. Rien de dramatique, juste un portail en métal avec un cadenas qui disait clairement et légalement, ceci est une propriété privée, et vous avez besoin de permission pour entrer. Judith est restée debout à l'extérieur de ce portail pendant 4 minutes. J'ai chronométré. Elle a agrippé le rail en métal à 2 mains. Elle a regardé ma maison avec une expression que je n'avais jamais vue sur son visage. Pas de la colère. Pas de l'indignation. De la peur. Elle est remontée dans sa voiture et est partie sans un mot. J'ai fermé le rideau de la cuisine, je me suis assise à la table, et j'ai expiré pour ce qui semblait être la première fois en 5 semaines. Le 30 janvier était la date limite. 30 jours après le préavis de départ. L'avocat de Derek, un avocat au tarif réduit que Judith avait apparemment trouvé via un contact de l'église, lui avait conseillé par écrit de se conformer. Je le savais parce que Nathan avait reçu une copie de la lettre de l'avocat, qui disait essentiellement « Mon client reconnaît le droit légal de possession du propriétaire et libérera les locaux de l'atelier à la date indiquée ». Le ton était raide. L'entête était générique. Et entre chaque ligne, je pouvais lire le sous-texte « Nous n'avons pas de dossier, et nous le savons ». Derek s'est présenté à 8 heures du matin avec une remorque U-Haul louée et le genre de silence furieux auquel les hommes reviennent par défaut quand ils ont perdu le contrôle d'une situation qu'ils ne contrôlaient jamais vraiment. Il a chargé des outils, du bois de rebut, un établi, 2 chauffages d'appoint, et ce qui ressemblait à plusieurs mois de canettes de boissons énergisantes.
Il n'a pas frappé à ma porte. Il n'a pas croisé le regard de la caméra de Sonnette Ring, bien qu'elle ait capturé chaque trajet entre l'atelier et la remorque en 1080p net. Grace est venue à 10 heures. Elle a apporté du café et s'est tenue à côté de moi sur le porche avant. Pas pour jubiler, juste pour être là. C'était toute la philosophie de Grace. Tu n'as pas à faire les choses difficiles toute seule. À 12h17, Derek a fermé le haillon de la remorque. Il a marché jusqu'à son camion, a ouvert la portière, puis s'est tourné et a regardé la maison une dernière fois. « Tu vas regretter ça, Fiona », a-t-il dit, sans crier. Sa voix était plate, fatiguée. « Tu n'as plus de famille maintenant. » Grace, tenant toujours son café, a incliné la tête. « Tu as oublié les sacs poubelles dans le coin. Tu veux que je les jette ou je devrais te facturer l'élimination ?» Derek a claqué la portière du camion et est parti. Je suis entré dans l'atelier vide. Ça sentait l'huile de moteur et la sueur. Il y avait des dégâts, un trou dans la cloison sèche, une vitre fissurée. J'ai tout photographié, daté, et envoyé à Nathan. Si nécessaire, cela ferait partie de la réclamation pour dommages à la propriété. J'ai verrouillé la porte de l'atelier avec un nouveau cadenas, je suis resté là dans le froid, les clés à la main, et j'ai regardé autour de moi les 0,3 hectares que Ryan m'avait discrètement, soigneusement cédés avant de manquer de temps. À nous. Entièrement, finalement, incontestablement à nous. Dans les semaines qui ont suivi, les conséquences sont arrivées comme les conséquences le font habituellement, pas tout en même temps, mais dans une séquence régulière et documentable qui rendait le récit Facebook très difficile à soutenir. La fraude à l'exemption de propriété de Judith a abouti à une facture du comté de 10 500 €. Elle avait 90 jours pour payer. Elle n'avait pas 10 500 €. Je le sais parce que Nathan a reçu une lettre du nouvel avocat de Judith demandant une extension de bonne foi au nom de sa cliente, citant des difficultés financières inattendues. L'évaluateur du comté ne négocie pas la bonne foi. Il négocie des plans de paiement avec intérêt. La protection de l'enfance a terminé son enquête à la mi-février, trouvant un abus émotionnel et une négligence avérée par Judith Mercé contre une enfant mineure. Derek Mercé a été listé comme partie contributive. La recommandation, aucun contact non supervisé avec Lily, en attente de l'achèvement d'un programme de conseil familial approuvé par le tribunal. Judith ne s'est pas inscrite. Le jugement civil de Derek est tombé en mars. Il ne s'est pas présenté au tribunal. Nathan a demandé un jugement par défaut, et le juge l'a accordé. 42 800 € de fonds 529 détournés, plus 3 200 € de frais d'avocat et de justice, plus la pénalité IRS applicable. Total, 46 350 €. Nathan a entamé les procédures de saisie sur salaire la semaine suivante. Derek, qui venait de commencer un travail en entrepôt, rembourserait ce jugement pendant des années. Karen, la femme de Derek, a découvert pendant les procédures judiciaires exactement combien du fonds universitaire de Lily Derek avait drainé et où il était réellement allé. Elle n'a pas posté à ce sujet sur Facebook. Elle est retournée chez sa mère en février et a demandé la séparation légale en mars. Je n'en ai pas tiré de plaisir. Je l'ai compris. La famille élargie Mercé est devenue silencieuse. Pas désolée, juste silencieuse. Le genre de silence qui s'installe sur une famille quand la campagne de diffamation heurte un mur de documents notariés, de dossiers judiciaires, et une facture fiscale du comté. Personne ne partageait plus le post Facebook de Derek. Il était toujours là, techniquement, mais les faits ont une façon de rendre le bruit très petit. L'appel est arrivé la première semaine de février, un samedi matin. Lily était à la table de la cuisine en train de dessiner, et je faisais la vaisselle. Quand j'ai vu le nom de Judith sur l'écran, j'ai séché mes mains, je suis allé dans la chambre, et j'ai fermé la porte. J'ai décroché une dernière fois. Fiona. Sa voix était différente. Plus petite. Le vernis était parti. Pas de voix d'église, pas de chaleur répétée. Juste une femme de 62 ans qui avait perdu son fils aîné et regardait maintenant le reste de son monde suivre. Je sais que je n'ai pas le droit de t'appeler. Non, tu ne l'as pas. Une longue pause. Je pouvais l'entendre respirer. J'ai fait une erreur avec Lily. Avec la pancarte. J'étais en colère et je suis allé trop loin. Je le sais maintenant. J'ai attendu. S'il te plaît.
Elle est tout ce qu'il me reste de Ryan. Ne me la prends pas. J'ai fermé les yeux. Pas parce que j'avais pitié d'elle bien qu'une partie de moi comprenait le chagrin sous la cruauté mais parce que je devais dire les mots suivants très précisément, et je ne voulais pas que l'émotion les brouille. Judith, je ne te prends pas Lily. Je la protège de ce que tu as fait. Ce ne sont pas les mêmes choses. Silence. Quand tu seras prête à travailler avec un thérapeute familial, un professionnel agréé, pas le pasteur Dave, et quand tu auras terminé le programme de conseil recommandé par la protection de l'enfance, tu pourras contacter le bureau de Nathan Cordreau pour discuter de visites supervisées. Tu ne me contactes pas. Tu ne contactes pas Lily. Tu passes par le processus. Fiona. C'est ma limite. Elle n'est pas négociable. J'ai raccroché. L'appel a duré 47 secondes. Je le sais parce que j'ai vérifié le journal des appels après et je l'ai ajouté au dossier rouge. La force de l'habitude. Je me suis assise au bord de mon lit pendant 1 minute. Mes mains étaient stables. Ma mâchoire me faisait mal à force d'avoir été serrée. La maison était calme à part Lily qui fredonnait dans la cuisine. Quelque chose d'un dessin animé, je crois. Légèrement faux et entièrement parfait. La famille, ce n'est pas une pancarte autour du cou d'un enfant. La famille, c'est la personne qui l'enlève. En mars, j'ai ouvert un nouveau compte 529. Même plan d'état, même objectif, dépositaire différent. Moi. J'ai transféré les 4 200 € restants du compte original, ce qui restait des 47 000 € d'Harold dans le nouveau. Ce n'était pas grand-chose. C'était une fraction de ce que Lily était censée avoir. Mais c'était propre, et c'était protégé, et personne n'y avait accès à part moi et l'institution financière. Nathan a mis en place l'ordonnance de saisie sur le salaire de Derek. Le calcul était simple et implacable. Un pourcentage de chaque chèque automatiquement déduit, routé vers un compte de recouvrement lié au jugement. Derek rembourserait ce qu'il avait volé pendant longtemps. Le tribunal n'a pas demandé s'il était à l'aise avec ça. Les tribunaux ne demandent pas. J'ai aussi rencontré un conseiller financier via le programme d'aide aux employés de l'hôpital, gratuit pour le personnel, quelque chose que je n'avais jamais utilisé parce que je n'avais jamais eu l'espace mental. Elle m'a aidé à mettre en place une contribution mensuelle automatique au nouveau 529 de Lily. 150 € par mois. Petit, mais constant. À 7% de croissance moyenne composée sur 8 ans, Lily aurait un départ significatif quand elle aurait 18 ans. Ce ne sera pas 47 000 € d'ici là, a dit la conseillère. Ça n'a pas besoin de l'être. Ça a juste besoin d'être à elle. Cette même semaine, je suis retourné à la boîte de Ryan une fois de plus. Pas pour des documents. Pour la lettre tout au fond, celle que j'avais remarquée le 26 décembre mais que je n'avais pas été prête à ouvrir. Elle était scellée, avec Lily, 18e anniversaire écrit sur le devant en lettres majuscules de Ryan. J'ai brisé ma propre règle. Je l'ai ouverte et je l'ai lue debout dans le couloir, une main sur le mur parce que le sol semblait instable. Lily Bug. Si tu lis ceci, tu as 18 ans, et je te dois probablement une explication pour beaucoup de choses. Mais voici celle qui compte. Tu vaux chaque bonne chose que ce monde a à offrir. Ne laisse personne te dire que tu ne mérites pas une place à la table. Ta maman et moi nous sommes assurés que tu aurais toujours une place. Fais-lui confiance. C'est la personne la plus dure à cuire que j'ai jamais rencontrée, et elle ne le sait même pas. Je t'aime plus loin que la lune. Papa. J'ai replié la lettre, je l'ai glissée dans l'enveloppe, et je l'ai placée dans la boîte à côté de l'acte. Pour la première fois en 3 ans, j'ai pleuré. Pas le genre de pleurs où l'on se noie. Le genre qui lave quelque chose. Avril est arrivé comme il le fait en Virginie, lentement, puis d'un coup. Un matin, le cornouiller devant notre fenêtre de cuisine n'était que des bâtons nus. Le lendemain, il était couvert de fleurs blanches qui ont fait presser à Lily son visage contre la vitre et dire « On dirait qu'il a neigé des fleurs, maman ». J'ai finalement enlevé les lumières de Noël le premier samedi du mois. Lily a aidé, debout sur un escabeau, déroulant soigneusement chaque guirlande. Elle a demandé si nous pouvions laisser une guirlande toute l'année, juste les petites près de la porte d'entrée. J'ai dit « Oui ». Certaines lumières valent la peine d'être gardées. Elle voyait le docteur Singh toutes les 2 semaines maintenant. La thérapeute m'a dit que Lily traitait les choses avec une résilience remarquable,
ce qui en langage clair signifiait que ma fille était plus coriace que quiconque ne lui en avait donné le crédit. Elle avait commencé un journal, pas parce qu'on lui avait dit de le faire, mais parce qu'elle le voulait. Elle disait qu'écrire les choses l'aidait à les mettre quelque part qui n'est pas ma poitrine. À l'école, elle a rejoint le club de lecture de CM2. Sa première recommandation au groupe a été le seul et unique Yvan. Son enseignante m'a envoyé un email, Lily a présenté le livre à la classe aujourd'hui avec une confiance que je n'ai pas vue chez elle auparavant. Elle a dit, c'est à propos de dire la vérité même quand c'est difficile. Elle devient une vraie voix dans cette classe. L'atelier. L'atelier de Derek. J'ai passé un week-end à le vider. Grace a aidé. Nous avons rebouché la cloison sèche, remplacé la vitre fissurée, balayé la sûre. Lily s'est tenue dans l'encadrement de la porte quand nous avons fini, et a regardé autour d'elle. Est-ce que ça peut être ma salle d'art? Nous l'avons peinte ensemble le week-end suivant. Mur bleu pâle, parce que Lily a dit que le bleu était la couleur de la réflexion. J'ai accroché un panneau perforé pour ses fournitures et mis un bureau près de la fenêtre où la lumière était la meilleure. Grace venait dîner tous les jeudis. Elle apportait le dessert. Lily mettait la table. Nous nous asseyions toutes les trois dans la cuisine en mangeant et en parlant de rien en particulier. L'école, les patients, peu importe ce que Grace regardait à la télé. Et à chaque fois, je regardais autour de la table et je pensais, c'est à ça que ressemble la sécurité. Pas bruyant, pas parfait, pas une performance pour quelqu'un d'autre. Juste 3 personnes dans une maison qui portait leur nom, avec les portes verrouillées et les lumières allumées. Samedi matin, mai. La cuisine sentait le beurre et le sirop d'érable parce que Lily avait décidé qu'elle était assez grande pour retourner les pancakes toute seule, et elle avait raison en grande partie. Un seul a atterri sur la cuisinière. Nous étions assises à la table près de la fenêtre. Le soleil traversait la vitre en latte chaude sur le bois. Le cornouiller était en pleine floraison. Lily était pieds nus, les cheveux encore en désordre du sommeil, dessinant sur une serviette en papier entre 2 bouchées. Je la regardais travailler, la langue légèrement sortie, le front plissé, le même visage que Ryan faisait quand il se concentrait. Elle a dessiné une maison. Rectangle simple, toit triangulaire, une porte avec une poignée ronde. 2 bonshommes allumettes devant, un grand, un petit. Un arbre à côté d'eux avec des cercles roses pour les fleurs. En bas, en lettres majuscules soignées, notre maison. Elle l'a glissé à travers la table pour moi. Je l'ai ramassé, j'ai regardé les 2 figures, l'arbre, les 2 mots qui en disaient plus que n'importe quel dépôt légal, n'importe quel jugement de tribunal, n'importe quel message vocal sauvegardé dans un dossier rouge sur une étagère. Je l'adore, ai-je dit. Je sais exactement où ça va. Cet après-midi-là, j'ai ouvert la boîte de Ryan une fois de plus. J'ai placé le dessin sur serviette de Lily à l'intérieur. À côté de l'acte. À côté de sa lettre. À côté de la note légale jaune qui a tout commencé. La boîte n'était plus lourde. Ce n'était pas quelque chose que j'évitais sur l'étagère supérieure du placard. C'était une preuve. Pas de ce que nous avions perdu, mais de ce que nous avions traversé. Judith n'a jamais appelé le bureau de Nathan. Peut-être qu'elle le ferait un jour. Peut-être qu'elle ferait le travail, et peut-être qu'il y aurait une visite supervisée au bureau d'un thérapeute, et peut-être que Lily déciderait à quoi elle voulait que cette relation ressemble. C'était le choix de Lily à faire quand elle serait prête. Pas le mien, pas celui de Judith, pas celui de Derek. Le dossier rouge était posé sur l'étagère du salon, fermé. Je ne le cachais pas. Je ne l'affichais pas. Il était juste là, comme un extincteur est là. Vous espérez ne plus jamais en avoir besoin, mais vous le gardez là où vous pouvez l'atteindre. J'ai pris une bouchée de pancake. Lily dessinait déjà quelque chose de nouveau. Cette fois, un gorille aux yeux gentils, entouré d'autres animaux, tous libres. Les lumières près de la porte d'entrée ont clignoté une fois, puis sont restées fixes. Nous étions à la maison. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Cette histoire est une fiction, mais le sentiment d'être trahi par les gens qui étaient censés vous protéger, c'est aussi réel que possible. Si vous êtes là-bas en train de poser une limite pour la première fois, ou de penser à ouvrir une boîte que vous avez évitée, ou juste d'essayer de garder vos enfants en sécurité dans un monde qui n'aide pas toujours. Je vous vois. Vous n'êtes pas seul. Likez cette vidéo si elle a signifié quelque chose.
Abonnez-vous si vous en voulez plus. Et vérifiez la description ci-dessous. Il y a une autre histoire qui vous attend. Aussi à propos d'une mère. Aussi à propos d'un bout de papier qui a tout changé. Je vous verrai là-bas.